d'avant les choses importantes. Bon, merci à tous d'être là. Vous avez bien saisi l'intérêt qu'on a à avoir maintenant des dossiers bien montés qui nous prennent moins de temps à monter et pourtant voilà, une source de financement auquel il serait dommage de passer d'éviter alors que c'est des éléments qui peuvent nous intéresser et nos entreprises et notre activité d'un point de vue financier et bien entendu de notre objet final qui est de produire les meilleurs vins du monde en bio et de pouvoir vivre dans notre métier. Alors pour ça, vous avez bien saisi que Anne a bien manœuvré, enfin bien géré et saisi nos besoins pour ça et fait appel à Arthur Lassalle de Optim? Optim? Wine Optim. Ouais, Optim, merci. Et du coup, je vais leur laisser la parole parce que c'est bien plus intéressant pour vous que mon discours. Merci beaucoup, Cécile. Je vais partager mon écran et on va pouvoir démarrer. Arthur, si tu as la possibilité d'admettre les gens, n'hésite pas. Je veux bien pendant que je lance le PowerPoint. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore très bien, non. Non, pas encore. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Super. Donc, effectivement, comme l'a dit Cécile, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter le guide des aides à la commercialisation du vigneron bio, qui a été réalisé avec la collaboration d'Arthur Lassalle de Wine Optim pour un petit peu recenser toutes les aides et les subventions auxquelles vous pouvez prétendre en tant que viticulteur pour vous aider à financer votre commercialisation. On a voulu accompagner ce guide de ce webinaire pour expliquer comment ce guide fonctionne, comment il a été construit, et puis rajouter à cela un petit rappel du contexte économique que je vais vous faire juste avant de présenter le guide. Et également, on finira ce webinaire par un petit tutoriel sur les trucs et astuces pour éviter de tomber dans des difficultés lorsqu'on répond à un dossier d'aide. Et donc, pour ça, Stéphane Becquet, mon collègue, nous rejoindra en fin de webinaire. Donc, je vous propose de dérouler les présentations, de noter vos questions au niveau de l'onglet conversation. Donc, vous n'hésitez pas, vous pouvez les noter au fur et à mesure. Et à la fin du webinaire, on prendra un temps pour répondre aux questions. Ce webinaire, il est enregistré, il sera disponible en replay et on vous fournira donc le lien du replay, les présentations et bien sûr le guide la semaine prochaine dans un bulletin d'infos spécial économie où vous aurez tout un tas d'informations et d'outils pour vous aider au niveau de la commercialisation et de la stratégie commerciale de votre entreprise. Donc, je vais commencer au niveau du contexte. Si ça veut bien passer. Voilà. Un petit rappel sur Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est un syndicat régional représentatif des vignerons bio en conversion et certifiés en Nouvelle-Aquitaine sur la base du volontariat. Le syndicat, il a été créé en 1995 par des vignerons bio et pour des vignerons bio. Donc, aujourd'hui, on compte 200 adhérents dans toute la région. Toute taille d'exploitation, tout type d'exploitation. Voilà, tant qu'on est en bio, tout le monde est le bienvenu. Et l'idée, c'est d'accompagner les viticulteurs des vendanges jusqu'à la commercialisation. Donc pour ça, les missions du syndicat, c'est avant tout des missions de défense syndicale. Hein. On reste un syndicat, donc l'objectif, c'est de porter la voix des vignerons bio au niveau local, national et européen, là où se fait la réglementation. On a aussi une mission de promotion des vins bio pour mettre en avant vos vins et faire en sorte que vous ayez des opportunités pour rencontrer des acheteurs, que ce soit professionnels ou grand public. On a aussi une mission de recherche et d'expérimentation pour toujours continuer à travailler sur la qualité des vins bio, que ce soit en viticulture ou en œnologie. Et enfin, on a une mission d'expertise en œnologie et en économie pour vous donner des outils et vous accompagner dans la confection et la vente de vos vins bio.
Alors, un petit point sur le contexte. Donc, je ne vais pas vous annoncer des scoops, hein. Vous êtes totalement au clair sur ce qui se passe en ce moment. Mais donc, en ce moment, la filière vin bio est désormais contaminée par la crise du vin en général, malgré les efforts des vignerons bio qui ont toujours travaillé leur commercialisation. Mais la surcrise actuelle nous impacte tous. Et donc, un premier phénomène qui se passe et qui est assez classique en temps de crise, c'est de voir que les conversions diminuent par effet de yo-yo. Suite à une forte expansion, ben, on voit que maintenant les conversions diminuent. Donc en 2022, pour avoir une idée, les surfaces de vignes entrant en première année de conversion en Nouvelle-Aquitaine ont baissé de quasiment 60% par rapport à l'année précédente. Mais bon, inutile de dramatiser quand même, hein, parce que certes, la filière vin bio est un petit peu ralentie du fait du contexte, mais elle continue à progresser quand même. Donc ici, vous avez la progression des surfaces certifiées bio en vert en Nouvelle-Aquitaine et en conversion en orange. Donc en Nouvelle-Aquitaine, on a dépassé 35 000 hectares. On a plus de 2000 exploitations viticoles qui sont engagées en bio, et ça représente 15% du territoire, enfin du vignoble. Donc on le sent, hein, la bio continue de progresser, bien qu'elle est un petit peu ralentie. Et le baromètre de l'agence bio montre que les producteurs bio restent motivés et restent fiers d'être en bio. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça se voit au niveau de la Gironde, qui est le premier département, hein, toujours en vigne bio. Avec ses 23% de surface engagée en 2022, affiche clairement donc un dynamisme vert qui commence à être reconnu et également mis en valeur par Bordeaux. Au niveau des circuits de distribution, ce qu'on voit, c'est que le circuit qui est le plus en difficulté, mais que ce soit en bio ou en conventionnel, c'est la grande distribution. Ici, vous avez le comparatif entre les ventes en grande distribution au premier semestre 2023 par rapport aux ventes qui avaient été réalisées en 2022 sur la même période. Donc, on voit que tous les vins de toutes les régions viticoles de France sont en baisse, que ce soit en valeur ou en volume, excepté le Beaujolais. Donc là, ce sont que des chiffres pour le vin bio, mais si on regarde au niveau des vins en général, il y a une baisse de moins 7% en volume et moins 2% en valeur des ventes. Donc la grande distribution est en souffrance et du coup, ça se télescope bien sûr aux transactions négoce. Le négoce, ce n'est pas un circuit majoritaire, il n'a jamais été vraiment majoritaire en bio, mais il a quand même son importance, notamment en termes de trésorerie pour un nombre non négligeable de vignerons. Et donc, les transactions négoce sont vues par beaucoup comme au point mort en ce moment, du fait de cette grande distribution qui est en difficulté. Pour vous faire un petit point au niveau des échanges qu'on a pu avoir avec le négoce, Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine et Interbio Nouvelle-Aquitaine, nous avons rencontré plusieurs interlocuteurs, que ce soit des négociants bordelais ou des maisons hors région. Et donc le discours était plutôt pessimiste. Il y a eu quelques discours volontaristes, mais quand même le point de vue général était assez attentiste. Maintenant, si on s'intéresse aux autres circuits, ici vous avez l'évolution des ventes. Alors là, on est au niveau français, hein, des ventes de vins bio par circuit de distribution, en volume et en valeur. On voit donc la grande distribution qui est en baisse et également les magasins bio. Ce n'est pas non plus une surprise. Depuis un an déjà, les magasins bio sont en souffrance du fait de l'inflation aussi. Les gens font des arbitrages et les produits bio, la filière bio est en difficulté. Donc, il y a eu des fermetures de magasins et ça a continué en début 2023, moins 6% des surfaces de vente. Par contre, les autres circuits se maintiennent. On voit la vente directe, l'export, qui sont des circuits assez historiques pour les vignerons bio, qui se maintiennent, et aussi les circuits cavistes et restauration, qui sont même en croissance et qui ont repris des couleurs, notamment la restauration, après l'épisode du Covid. Maintenant, je vous montre ici la répartition en volume et en valeur des ventes par circuit. Jusque-là, on voyait l'évolution entre 2021 et 2022. Maintenant, c'est la répartition des ventes pour se rendre compte un peu par quel canal le vin bio est vendu.
Donc, on voit que justement, si on additionne caviste restauration, on voit que c'est non négligeable, hein, ça représente 20% à peu près des volumes vendus et à peu près la même chose que la vente directe. Et on voit aussi que l'export a une importance non négligeable, avec 42% des volumes qui sont vendus à l'export. Quand on discute un petit peu avec des représentants de la filière ou même des vignerons, des caves coopératives, des maisons de négoce, l'export est vu comme la solution pour relancer les ventes et essayer de sortir de cette crise. Alors, l'export, effectivement, il y a des opportunités à faire, mais par contre, c'est pas gratuit. Ça demande un investissement assez important, que ce soit en termes de personnel, en temps, mais même financier, tout en prenant en compte aussi les questions réglementaires dès qu'on sort de la zone européenne pour pouvoir exporter son vin bio dans les autres pays, et également la concurrence des vins bio étrangers. Donc, l'export, ça peut être une piste, mais à bien réfléchir financièrement, d'où l'intérêt du guide et des aides qui peuvent y avoir par rapport aux formations ou aux aides même financières pour se lancer à l'export. Donc, en conclusion, vous voyez ici, au final, en 2022, on a eu une augmentation des ventes de vins bio de 1% en volume et de 6% en valeur. On s'éloigne de la croissance à 2 chiffres à laquelle on a été habitué pendant les dernières années, mais quand même, ça reste positif. Donc, ça témoigne aussi d'une demande durable du marché. L'envie, elle est toujours là pour le vin bio, mais durable ne veut pas dire automatique. Donc, il faut continuer à vraiment à aligner tous ces efforts pour se développer au niveau commercial et développer son autonomie commerciale. Et comme je l'ai dit, la commercialisation, ça coûte de l'argent, d'où l'intérêt de se faire aider, accompagner au niveau de formation ou au niveau d'aide financière. Et donc, je laisse la parole à Arthur pour nous présenter les opportunités au sein du guide. Hop, j'arrête le partage et je te laisse la main, Arthur. Est-ce que ça fonctionne, Anne? Ça arrive. Oui, c'est bon. C'est Tu es tout en bon? mode présentateur, par contre. Je suis en mode présentateur, c'est-à-dire qu'en grand format. Non, on voit ton diaporama, on voit la slide Ok, suivante, on voit ok. les Donc, il faut notes. que je fasse l'inverse. Voilà, là c'est bon. Ok, bonjour à tous. Je vais vous présenter un guide au guide. Donc, une sorte de mode d'emploi du guide qu'on a co-construit avec VBNA. Et surtout, vous expliquer comment est-ce qu'on l'a construit. Donc, je vais aller relativement rapidement sur les objectifs et les éléments de contexte que qu'Anne vient d'introduire. L'approche qu'on a suivie, ça vous permet surtout de savoir ce à quoi vous attendre et ce à quoi ne pas vous attendre. Les opérateurs financeurs qu'on a sollicités et qu'on a du coup cartographiés. Et puis enfin, une synthèse de toutes les aides qu'on a identifiées et qu'on a enregistrées dans ce guide. L'idée étant de vous permettre d'aborder le guide en répondant à certains objectifs et de ne pas le voir comme un livre à lire le soir au coin du lit. C'est plutôt d'adresser, en fonction des problématiques que vous avez, certains chapitres qui répondront à certains de vos besoins. Et puis enfin, conclure sur certaines perspectives qu'on aura peut-être l'occasion de discuter aussi dans le deuxième temps de la session. Les éléments de contexte, donc on vient de le voir, ralentissement de la demande qui est particulièrement forte sur la GD et le négoce. Donc en fonction, là on vient de voir beaucoup de chiffres de moyennisés, et bien évidemment en fonction des situations personnelles et de l'histoire que vous avez dans le développement de vos ventes, vous pouvez être plus ou moins impacté par ce ralentissement en fonction de la diversité de vos circuits de distribution et également des géographies dans lesquelles vous distribuez. Les opérateurs financeurs, les parties prenantes qui accompagnent la filière, alors, le maillage est particulièrement complexe
Les dispositifs sont parfois complexes et surtout, ils sont évolutifs. Donc, ce qu'on est en train de se dire maintenant, c'est la synthèse d'un travail qu'on a mené sur les 6 derniers mois. Demain, il est possible qu'il y ait déjà une partie de ce travail-là qui soit caduque, et d'où la nécessité de bien le maintenir, à jour. Et ça fera partie sans doute d'un effort collectif pour être sûr qu'on est toujours à jour. Et même des professionnels opérateurs financeurs font référence à certains dispositifs qui n'existent plus ou qui ne sont plus accessibles. Donc voilà, c'est un travail important. Les dispositifs sont relativement peu connus par les vignerons, en tout cas dans la totalité, et aussi par les opérateurs entre eux. Donc France Agrimer ne sera pas forcément au courant, France Agrimer ne sera pas forcément au courant des dispositifs portés par la région, et la région ne sera pas forcément au courant des dispositifs portés par le CIVB, par exemple. Donc le travail de consolidation qu'on vient de faire, en fait, n'existait pas. N'a jamais été fait par aucun des opérateurs, pourtant spécialistes pour certains de la filière. Les objectifs, du coup, c'est de publier un guide des aides, de faire connaître ces dispositifs et les opérateurs surtout, et on en parlera à la fin. C'est important de savoir qui porte quoi et que vous puissiez vous rapprocher de certains des opérateurs pour être tenu au courant de l'évolution des dispositifs, et puis de pérenniser ensuite ces connaissances. Donc, c'est un registre structuré des aides. C'est un guide pour vous aider à cibler les aides que vous devez mettre en œuvre en fonction de votre besoin. Et du coup, ce que ça n'est pas, c'est que ce n'est pas un guide de stratégie commerciale. Ça ne va pas vous dire, voilà comment construire votre stratégie commerciale de A à Z, puisque toutes vos situations sont différentes. Donc, ça ne va pas vous accompagner pour vous dire comment raisonner votre stratégie commerciale et comment y répondre en vous appuyant sur tel ou tel dispositif. Et ce n'est pas non plus un recueil de recettes miracles. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas en ouvrant ce guide que vous allez forcément solutionner du jour au lendemain certaines de vos problématiques, mais voilà, la façon dont on l'a construit doit vous aider à répondre à certaines des problématiques que vous avez identifiées ou que vous souhaitez identifier, et auquel cas vous pourrez vous faire accompagner par certains des opérateurs qu'on va citer. Alors, Anne l'a introduit, je ne fais pas d'auto-promo du tout. La chose importante par propos de la structure pour laquelle je travaille, c'est que donc moi j'accompagne des viticulteurs ou des chefs d'entreprise dans l'amélioration de leur performance. J'ai une approche assez transverse, donc je ne suis pas du tout spécialiste spécifiquement de la commercialisation. Il y a des consultants qui en ont fait leur métier. Ce que je peux juste vous garantir, c'est que j'ai fait un travail indépendant et objectif, sans parti pris, puisque voilà, moi, je ne fais pas de conseils en commercialisation et je ne porte pas non plus de dossier d'aide France Agrimer ou autre. Ce n'est pas mon métier. Il y a des gens qui font ça. Donc, j'ai eu une approche non partisane et donc, dans les dispositifs que j'ai évalués, je les ai tous, ils sont tous égaux pour moi. Ils répondent tous à des problématiques différentes et je n'ai pas d'intérêt particulier à porter ou à pousser les uns plus que les autres. Voilà, c'était surtout ça que je voulais vous dire. L'approche qu'on a suivie, c'est juste pour vous cibler de quoi on parle quand on parle d'aide à la commercialisation. C'est des actions que vous pouvez mener à la propriété, et c'est essentiellement là des actions d'investissement dans les caveaux de vente, dans des salles de déguste, dans de la mise en œuvre, de la scénographie, de l'accueil no touristique, voire dans l'animation de votre base client. Donc on appelle ça de la CRM. Là, donc il y a des logiciels qui ne sont pas des logiciels de vente, mais des logiciels qui vous permettent d'animer votre base client, d'envoyer des mailings, de relancer des gens, de faire parler de votre propriété. Et donc ça rentre dans les dispositifs qui peuvent être accompagnés. Et puis ensuite, de façon plus classique, la promotion et la distribution de vos vins. Et vous verrez que la segmentation qu'on a fait des dispositifs, on a distingué les dispositifs qui vous aident à vendre ou à promouvoir au niveau national, ceux qui le font à un niveau européen et ceux qui vous permettent de le faire à un niveau grand export. Et certains dispositifs sont exclusifs les uns des autres. C'est-à-dire que les dispositifs France Agrimer à la promotion des vins sur les pays tiers, c'est uniquement pour le grand export. Donc c'est important aussi de savoir, quand vous vous intéressez à un dispositif, quel périmètre
quel périmètre géographique vous allez pouvoir couvrir avec ce dispositif. Et puis ensuite, de façon très transverse, il y a des aides pour le développement de vos compétences au travers des OPCO, donc OCAPIAT que vous devez connaître, ou Vivea, au travers de votre compte personnel de formation. Ça, c'est valable pour tout le monde. Et puis ensuite, des aides au renforcement des ressources commerciales et bien évidemment, des aides à la connaissance des marchés. Et donc, il y a beaucoup d'études de marché et d'informations qui sont portées par les différents opérateurs. Et on a essayé de les cartographier pour vous permettre de vous appuyer sur ces informations. L'approche que j'ai suivie, c'est une approche type Indiana Jones, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire une cartographie dans un premier temps plutôt bibliographique, et puis ensuite d'avancer pas à pas au travers d'un mix entre biblio et entretien. Bibliographie, donc bibliographie principalement en ligne, et puis au travers de Vitisphère, enfin de différentes publications. Cartographier les dispositifs et essayer de commencer à faire la part des choses entre ceux qui sont encore d'actualité et ceux qui sont passés, et puis de comprendre ceux qui sont spécifiques à la filière vin et parfois les dispositifs qui sont plutôt généralistes, mais qui peuvent s'appliquer aux problématiques de commercialisation des vignerons, d'identifier qui porte ces dispositifs, qui sont les contacts, et en un deuxième temps, au maximum d'avoir un entretien avec les financeurs des projets pour bien comprendre et valider l'éligibilité et les critères de fonctionnement des dispositifs pour en faire une sorte de synthèse le plus pragmatique possible. Certains dispositifs, le bon d'emploi, c'est une centaine de pages. Moi, j'ai essayé que ce soit consolidé en 1 à 2 pages sous forme de fiche d'identité. Voilà. Les limites de l'exercice, c'est que, je l'ai dit, il y a une forme d'obsolescence programmée des dispositifs et aussi des contacts. Même pendant les 6 derniers mois où on a travaillé sur ces dispositifs, certains contacts ont changé. Voilà, comme dans toute entreprise, les porteurs de projets évoluent. Et puis voilà, l'approche, on a essayé qu'elle soit la plus exhaustive possible, mais peut-être qu'on a oublié certains dispositifs, peut-être secondaires, peut-être plus pointus, et qui sont passés en travers des mailles du filet. Donc l'erreur est humaine. Ça sera l'occasion d'amender le document. Les opérateurs financeurs qu'on a approchés, là je vous ai listé selon le niveau, enfin selon l'échelle géographique de la métropole de Bordeaux, des départements de la Nouvelle-Aquitaine, de la région, et les dispositifs qui sont opérants au niveau national. Puis ensuite, les dispositifs qui sont portés spécifiquement par la filière bio ou spécifiquement par la filière vin au niveau de la région. Étude biblio complétée par des entretiens. Au final, on a à peu près une vingtaine d'opérateurs et moi j'ai fait à peu près une vingtaine d'entretiens. Parfois, pour certains, notamment au niveau de la région, vu la complexité de tous les dispositifs d'aide, pour bien être sûr d'exclure ou de conserver certains dispositifs, j'ai dû m'entretenir avec différents acteurs, différents salariés de la région. Et puis j'ai également discuté avec des consultants de la filière qui vous accompagnent sur l'aval. Donc parfois c'est de l'accompagnement à la commercialisation, parfois c'est de l'accompagnement à la structuration de dossiers d'aide directement. Donc j'en ai contacté certains de mon réseau pour être sûr que le maillage qu'on avait mis en place était le plus exhaustif possible, et que je pouvais avoir un retour d'expérience de leur part sur la complexité, la lourdeur de certaines mises en place. Et ce qu'on a essayé de mettre dans le guide, à chaque fois d'essayer de jauger le niveau de difficulté à mettre en place l'aide en autonomie, vous suggérant parfois de vous faire accompagner si le dossier vous semble, enfin, si l'approche administrative du dossier vous semble trop lourde par rapport à vos autres priorités de gérant d'entreprise. OK. Du coup, les typologies d'aide, la structure du guide, on a
la clé d'entrée du guide, c'est l'objectif que vous voulez atteindre. L'objectif que vous voulez atteindre, ça peut être un objectif d'investissement, donc au caveau, à la dégustation, une activité de réceptive, de no-tourisme, et donc pour maximiser les ventes en direct à la propriété. Ça peut être pour développer de nouveaux marchés, et en fonction des géographies, il y aura différents dispositifs. Ça peut être de participer à des salons pro, des concours, pour entrer en contact avec des acheteurs, des distributeurs. Et pareil, en fonction de la taille des salons et de où est-ce qu'ils se trouvent, vous aurez différents types d'accompagnement possibles portés par les interpros ou par la région. Ça peut être de présenter vos vins ou de les faire déguster, de prendre uniquement des contacts avec des acheteurs. Il y a Team France Export qui a mis en place des ateliers de prise de contact avec des acheteurs, où les acheteurs vont même de faire venir des acheteurs en France sur certaines appellations, certaines régions, pour les faire rencontrer. Ça peut être de vous former au développement commercial, formation générique ou formation plus personnalisée, de renforcer vos équipes ou de faire des études de marché. Et donc et ensuite de passer, une fois qu'on est rentré par cet objectif, de vous décrire le dispositif et le financeur qu'il porte. Alors parfois, souvent c'est des appels à projets, et donc il faut monter un dossier compliqué, il y a vraiment la fiche d'identité du dossier avec tous les critères d'éligibilité et d'exclusion, pour vous éviter de partir dans un dossier qui finalement sera trop lourd pour vous, pardon. Et si le dispositif est plus simple ou plus ponctuel, une présentation du dispositif, du fonctionnement, et puis des contacts que vous pouvez prendre pour le mettre en œuvre. Voilà les 10 objectifs, donc les 10 clés d'entrée du guide que vous retrouverez dans le document. Et en face, les dispositifs, donc le nom, on va dire, commercial ou le nom générique du dispositif, que pour certains vous connaissez. Le premier, par exemple, l'aide aux investissements des entreprises vitivinicoles de France Agrimaire, qui est une aide qui vous permet d'accompagner les investissements au niveau du caveau de vente et de la dégustation, jusqu'à des logiciels de type CRM. Voilà, il est porté par France Agrimaire. C'est pour faire de l'investissement à la propriété, donc pour la commercialisation en direct. Alors, je ne vais pas les passer, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, mais voilà voilà le listing de toutes les aides qu'on a identifiées et de toutes les aides qu'on a décortiquées dans le guide. Donc, vous comprendrez que le guide, il ne fait pas 3 pages, il en fait plutôt une 50aine. Et vous aurez compris que c'était à la fois une consolidation des informations qui sont disponibles auprès des différents porteurs de projets sur leur site, et puis d'entretien pour valider la compréhension qu'on en a eue et la façon dont on les a synthétisées, et puis essayer de vulgariser au maximum leur mode de fonctionnement. Okay. Peut-être que dans les échanges, on aura des questions spécifiques sur certains. J'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais voilà. Ça, c'est vraiment la synthèse du contenu du guide. Les perspectives du guide, une série d'enseignements qu'on a tirés à la mise en œuvre du guide, et je l'ai déjà dit, c'est que personne n'a de vue d'ensemble. Alors que ce guide-là, aucun des opérateurs, aussi expert soit-il, n'aurait pu le faire. Le CIVB n'est pas forcément au courant de ce qui est porté par d'autres interpros de la région, l'IVSO ou l'IVBD, et n'est pas forcément au courant dans le détail du fonctionnement des aides portées par France Agrimaire ou de la région, etc., etc. Les dispositifs sont assez instables, et j'ai parlé de schizophrénie de l'aide à la filière, c'est que paradoxalement, pardon, j'ai un déroulé qui avance tout seul. Paradoxalement, la filière qui est sur la région n'est pas en très bonne forme, n'est pas plus particulièrement soutenue que ça par la région notamment, dans les dispositifs, considérant que la filière viticole bordelaise, ou enfin, on va dire Nouvelle-Aquitaine, est une filière mature, dans lequel les pouvoirs publics n'ont pas forcément le meilleur rôle à jouer par rapport à des filières plus techno. Et donc, les dispositifs d'aide de la région, par exemple, sont plus orientés sur l'industrie, les startups,
l'économie circulaire, toute une série de choses d'enjeux un peu plus sociétaux. Et là où on s'attendrait à ce qu'il y ait des programmes dédiés à la filière, en réalité, il n'y en a pas. Diversité et complexité, donc les dispositifs, les opérateurs sont super complexes et divers. Donc c'est parfois un travail un peu de longue haleine de tout décortiquer. Et pour finir sur une bonne note, les opérateurs avec lesquels j'ai interagi sont très souvent de bonne volonté. Ils sont spécialistes des dispositifs qu'ils portent. Ils proposent d'avoir un rôle de conseil. Certains m'ont même proposé d'être directement contactés par les viticulteurs pour les aider à bien réfléchir à leurs problématiques avant d'engager un accompagnement sur les dossiers. Et puis, ils proposent même d'adapter, enfin, ils ouvrent la voie à une certaine souplesse dans certains dispositifs qui, sur le papier, peuvent être très rigides et qui, dans la réalité, peuvent être dans le contenu un peu plus souple. Je ne sais pas comment arrêter ce déroulé là qui avance tout seul. Pour les conseils aux vignerons, le premier, le plus important, c'est qu'il faut que vous preniez contact avec vos interpros, avec vos EDG, avec Team France Expert, avec des personnes de la région, notamment si vous avez des projets no touristiques, avec Ocapiat, avec IVA. Toutes ces personnes-là accompagnent la filière et dans leur mode de fonctionnement, communiquent auprès des personnes qu'ils connaissent, qui sont enregistrées dans leur base de données. Sinon, vous êtes dépendant aux newsletters, à ce qui est publié sur l'Union Girondine et autres, mais vous aurez toujours un temps de retard par rapport à l'ouverture de certains dispositifs. Et donc, en étant connu de ces contacts, vous pourrez directement avoir l'information dès qu'elle est disponible. Donc, soyez connu, prenez contact, parcourez ces newsletters. Christophe Château du CIVB me disait que la newsletter du CIVB était ouverte par 30 à 40% des gens qui la recevaient. Or, il y a beaucoup d'informations dedans sur des dispositifs qui peuvent être d'intérêt pour vous. Donc l'information existe, mais il faut juste prendre les 5 minutes pour la parcourir, même en diagonale, et se tenir au courant de ce qui est disponible pour en faire bon usage ensuite. Validez votre projet avant de vous lancer dans les aides. Il ne faut pas faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer par l'aide et puis ensuite construire un projet autour de l'aide pour en bénéficier. Il faut que ça soit cohérent par rapport à vos problématiques et à ce dont vous avez besoin. C'est peut-être une évidence, mais parfois, il y a certaines aides qui sont financièrement assez attractives et où on peut être tenté de venir y raccrocher, de venir de façon opportunistique déclencher un projet qui n'a peut-être pas de raison d'être et qui n'en aurait peut-être pas eu s'il n'y avait pas eu l'aide. Donc, essayer de raisonner plutôt projet, puis ensuite aide que l'inverse. Et puis, se faire aider si nécessaire. Notamment si par rapport à d'autres priorités, vous n'avez pas la capacité ou le temps à porter le suivi du dossier. Je trouve que c'est faire preuve de bon sens et c'est pas un aveu du tout de faiblesse que de faire ça. Et on a encore une fois dans le guide tâché d'évaluer la complexité des dossiers pour vous donner une idée un petit peu et pour vous suggérer ou non de vous faire aider. Enfin, un dernier jeu de conseils qui sont plus orientés vers les partenaires de soutien de la filière, au premier titre duquel VBNA, c'est d'essayer bien évidemment de pérenniser ce guide. Donc je sais que Anne avec l'équipe vont essayer de le maintenir, mais ils auront besoin de votre aide pour avoir les informations lorsqu'elles seront disponibles. Et sans doute que si vous prenez bien contact avec les différents contacts qui sont listés dans le guide, vous serez sans doute en avance par rapport à la connaissance commune qu'on peut avoir des différents dispositifs. La deuxième suggestion, c'est de réfléchir à une éventuelle internalisation de cet accompagnement à la mise en œuvre des dossiers d'aide en interne, donc au sein de VBNA. Je sais que le CIVB y réfléchit aussi. Voilà, donc il y a vraiment les instances qui commencent à se dire qu'effectivement,
ce soutien-là peut avoir une grande valeur pour vous, viticulteurs. Et puis ensuite, je ne l'ai pas évoqué dans le guide, mais il y a toute une série, puis en échangeant déjà avec certains viticulteurs, il y a toute une série de solutions qui ne sont pas financières, mais qui peuvent aider à la commercialisation. La première des choses, c'est peut-être de mettre en relation certains adhérents, certains de vos pairs qui ont déjà utilisé certaines aides pour vous aider à vous-même, à votre tour, les mettre en œuvre, une sorte de référent de gens qui seraient disponibles pour vous aider à le mettre en œuvre. Ça peut être d'essayer de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. Certains viticulteurs peuvent avoir des difficultés liées au contexte sur une partie de leur production. Et en face, d'autres viticulteurs peuvent avoir des débouchés en fonction de la façon dont ils ont structuré leur commercialisation. Et voilà, ces plateformes acheteurs-vendeurs pourraient être portées par VBNA ou par des acteurs de la filière. Et puis ensuite, il y a des modèles de mutualisation de ressources, des modèles plus coopératifs. Alors bien sûr, il y a la coopération. La coopération qui commercialement peut avoir des difficultés aussi, mais qui mutualise forcément les risques entre apporteurs. Et puis il y a des modèles, alors j'ai cité Vignoble Gabriel, j'ai pas d'intérêt particulier, mais voilà, des modèles un petit peu différents de regroupement, de création d'un collectif pour porter des marques et les aider à les commercialiser. Donc c'est un modèle coopératif qui est intéressant également. Dernière chose, je l'ai mis en annexe et c'est aussi également à la fin du guide. Les dispositifs, on a donc listé tous les dispositifs et on les a structurés tels que je les ai décrits, tous les dispositifs qui sont actifs. On a également pris le parti de lister aussi ceux qui ne le sont plus. Et beaucoup d'acteurs, alors beaucoup de vignerons, mais aussi beaucoup d'opérateurs de la filière continuent à y faire référence. Donc le chèque relance export n'existe plus. Le chèque relance VIE n'existe plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dispositif spécifique au VIE. Il y a un nouveau programme qui s'appelle Oser l'export qui a été déployé fin août, dont les contours ne sont pas tous encore bien clairs, même pour les spécialistes qui accompagnent leur mise en œuvre. Voilà, donc on a listé tous les dispositifs qui sont arrêtés pour vous éviter de partir dans une recherche du mécanisme, alors même qu'il n'est plus ouvert à la souscription. Sachez juste que c'est des dispositifs que vous pouvez encore trouver sur certains sites de financeurs. Donc, par exemple, France Agrimaire, sur le site de France Agrimaire, vous trouvez encore des dispositifs qui sont pourtant arrêtés depuis voilà, aide au diagnostic d'exploitation des cas particulières, clôturée depuis 2019. Pourtant, vous allez sur le site de France Agrimaire et vous le voyez encore apparaître. Il faut juste regarder qu'il a été publié en 2019 et qu'en réalité, il est plus actif. Donc, voilà, c'est juste un petit rappel de prudence avant de vous lancer dans un dispositif qui pourrait ne plus être actif. Voilà, j'en ai fini de mon côté. Merci beaucoup, Arthur, De rien. pour cette présentation. Effectivement, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le module conversation. On les prendra à la fin. Ce qu'on va faire maintenant, hop, tu peux arrêter ton partage et je vais partager mon écran et je vais passer la parole à mon collègue Stéphane Becquet, donc directeur technique de Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine, qui va vous présenter avec notre collaboration, hein, Cécile, Arthur et moi-même, les petits conseils, les trucs et astuces pour voilà, répondre à des dossiers d'aide et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors, je vais juste partager mon écran. Stéphane, est-ce que tu m'entends et est-ce que tu vois mon écran? Ouais. Hop. Alors, attends, c'est bloqué. Et voilà. Ok. Vas-y, avance, on va directement. C'est bon, normalement. Arthur, on a déjà signalé quelques-uns, mais on va revenir dessus. Ça fait toujours du bien de répéter, de rabâcher.
Quand vous avez décidé de vous engager sur une demande d'aide, la première chose à faire, c'est marqué un peu plus loin, mais c'est de bien se poser et de bien lire les consignes. À chaque fois, les structures, elles déposent des dossiers et il y a des instructions dans le dossier et tout est mis. Quand ils construisent un dossier de demande d'aide, ils mettent tous les besoins qu'il y a dedans. Donc ça vous permet de lister tout ce dont vous allez avoir besoin pour y répondre et de savoir si vous pourrez y répondre ou pas. Mais pour ça, il faut vraiment se poser et le lire. Il ne faut pas demander à quelqu'un d'autre, entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Il faut se poser soi-même et lire toutes ces consignes et avoir le document. Parce que nous, on a l'habitude de déposer beaucoup de dossiers. On y revient souvent à ce document-là. Donc, il faut l'avoir dans son dossier, entre guillemets, quand on commence à travailler sur un dossier comme ça. On a un dossier spécifique dans son ordinateur et ces consignes-là, de base qui sont envoyées au départ, elles sont présentes dans le dossier et on y revient souvent, en fait. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir sous la main. Dès qu'on se pose la question, on va les consulter. Nous, on les consulte très régulièrement, entre guillemets, sur des dossiers pourtant qu'on a l'habitude de faire. Et les règles, elles changent. Donc on prend le dossier, entre guillemets, le plus actuel, le dernier notamment, quand on a des demandes de subvention, des demandes d'aide qui se font de façon sur plusieurs années, etc. Parfois, les consignes, elles changent. Donc, il ne faut pas hésiter d'aller sur le site de la personne qui met en œuvre la subvention, la région, le département, etc., pour voir les dernières consignes et les mettre à jour et les avoir. Ça, c'est vraiment important parce qu'on peut se faire avoir. Il y a des petites choses qui peuvent varier sur des dossiers et ça peut compliquer énormément les demandes à la fin sur ces questions-là. Du coup, une fois qu'on a tout bien lu, qu'on a bien tout compris, qu'on a vu les plafonds, qu'on a vu, voilà, etc., on fait le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Ça peut être une charge administrative, il faut voir si l'enjeu par rapport au montant veut réellement la chandelle. Et une fois qu'on a pris la décision, on s'y tient. Ça veut dire qu'on a décidé d'y consacrer du temps. Il faut évaluer un peu le temps qu'on va avoir à y consacrer. Là, pour le coup, il y a des structures et d'autres interlocuteurs qui peuvent vous aider pour savoir à peu près combien de temps pour bien le faire il va vous falloir. Et ça, c'est important dans la prise de décision. Donc, c'est ce qui est marqué après. Du coup, derrière, vous pouvez éventuellement vous faire accompagner. Il y a des structures qui accompagnent sur certains dossiers. On l'a vu récemment, on travaille sur un dossier qui est un peu en dehors de l'accompagnement sur des questions éco, mais il y a des entreprises, par exemple, qui accompagnent pour dégager du crédit d'impôt sur tout ce qui est recherche-innovation. Il y a vraiment des cabinets qui sont spécialisés là-dessus. Globalement, ils vous proposent souvent des prestations où ils font un bilan avec vous. C'est gratuit, et puis derrière, en fonction de la somme qui peut être dégagée, ben, ils prennent un pourcentage ou pas, ça peut être intéressant ou pas pour vous d'y aller, en fonction du montant qui peut être dégagé. Mais il y a réellement des cabinets, des structures, et parfois, ça peut vous faire gagner de l'argent, même s'il y a une structure qui fait le dossier. Alors, vous gagnerez plus d'argent si vous rentrez en maîtrise et vous apprenez à gérer le dossier, mais parfois, ça peut être très lourd et très compliqué, et ça peut être bien de se faire accompagner. Ça peut être aussi bien de se faire accompagner quand il y a des garanties juridiques sur certains dossiers à avoir, sur des notions de justification, de traçabilité. Il y a certains dossiers, à certains volumes et à certaines tailles, c'est important aussi d'avoir une structure qui est derrière et qui garantit juridiquement, entre guillemets, ce qui peut se passer. Déjà, vous regardez bien les minimums et les plafonds pour être sûr que vous y aurez droit et que vous pourrez y aller. Sur les plafonds et surtout sur le minima, réfléchissez bien, montez pas des projets et des programmes que vous ne pourrez pas respecter. Ça ne sert à rien de monter des usines à gaz pour respecter le minimum et vous savez très bien que ça ne tiendra pas derrière la route. Ou alors, si vous n'êtes pas en capacité tout seul de voir ce que vous pouvez faire à minima sur le chose pour répondre au plancher minimal qui est demandé, bah, faites-vous accompagner pour construire le dossier, pour être sûr que vous ayez quelque chose de concret à vendre derrière et à mettre en œuvre. Les dates, c'est super important. Faut se mettre des rappels. Alors, ça va dépendre des dossiers. Dans les dossiers de financement, souvent, ça va être des pièces justificatives, des factures, des choses comme ça. Il peut y avoir dans certains dossiers des notions de temps de travail et de justification des jours. Donc, il faut bien voir quand est-ce que le projet commence, quand est-ce qu'il finit, du coup, sur quelle période ça tombe pour vous. Ça, c'est hyper important et ça jouera sur la capacité à s'embarquer dessus. De voir si les actions que vous voulez réaliser sont bien dans le délai qui est imparti, si vous faites une mission export ou sûr que ça se programme au bon moment et que vous aurez le temps de le préparer dans la demande d'aide et que, entre guillemets, derrière, vous aurez l'événement qui sera fini pour faire votre demande de solde, d'accompagnement ou de subvention. Donc, les dates, c'est vraiment important. Et pareil, il faut se noter les dates de rendu des éléments. Les dates, c'est très important, les dates de facturation.
on peut avoir tendance à pas faire attention. Et souvent, quand on dépose des choses, il y a des dates limites de facturation. Et ça, il faut vraiment les suivre et les respecter. On a vu trop de gens se faire avoir parce qu'ils ont oublié de faire la facturation au bon moment. Et derrière, au jour d'aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles clôturent en fin d'année les facturations. On ne peut pas revenir en arrière. Donc ça, c'est vraiment important de se faire un planning, entre guillemets, des éléments qu'on va avoir besoin pour quelle date, pour être sûr de ne pas rater, par exemple, une demande de facturation. Et de bien respecter l'envoi des documents au moment demandé. Entre nous, je sais que vous êtes tous débordés, on l'est tous, et c'est compliqué. Surtout quand on parle de subventions publiques, il y a des délais, et au-delà de ces délais, de toute façon, ils ne peuvent plus fournir derrière les justifications, et ils ne peuvent plus valider votre dossier. Ils n'ont pas le choix, c'est comme ça, c'est la règle, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien que ça ferme et que le dossier avance pour que ceux qui ont répondu à temps puissent toucher, entre guillemets, l'argent qu'ils ont demandé. Sur les pièces à fournir, il faut bien lister toutes les pièces et bien fournir toutes les pièces. Là, bon, je vais pas vous montrer un exemple physique, mais certains d'entre vous le savent, on accompagne sur Millésime Bio, on a un dossier d'accompagnement d'aide pour les gens qui font Millésime Bio. On vous a demandé 2 choses dans les documents, nous, pour justifier ce dossier-là, c'est les factures et la justification de paiement. Il nous faut les 2. Si on n'a que la facture, le dossier passe pas, parce que l'administration, la région a besoin d'une preuve comme quoi la facture a bien été acquittée, ce qui est en partie logique. Une facture, on peut la reporter ad vitam aeternam, on peut ne pas la payer. Et ce que veut la région, entre guillemets, sur ce dossier d'accompagnement, c'est d'être sûr que le vigneron y soit allé, qu'il ait payé sa facture et qu'il ait rempli, entre guillemets, jusqu'au bout la chose. Et on a eu beaucoup de dossiers où les vignerons nous envoient juste la facture. Donc, derrière, nous, ça nous pose énormément de problèmes de justification et vous risquez d'avoir les mêmes problèmes si vous y allez tout seul, si vous ne fournissez pas l'entièreté des documents. Pareil, les financeurs, qu'ils soient publics ou privés, en général, ils ont des gens qui s'occupent de l'instruction et de la mise en œuvre de ces dossiers-là. C'est leur rôle, c'est leur métier et ils le font très bien. Ils le font très bien et il ne faut pas hésiter à les appeler dès qu'on a des questions, dès qu'on a des interrogations, même parfois au montage, il ne faut pas hésiter à les appeler pour être sûr que son dossier rentre dans les clous, leur faire, entre guillemets, préinstruire ou regarder le dossier pour être sûr que tout soit présent. Ils sont là pour ça, il y a des interlocuteurs pour ça, et entre nous, la plupart du temps, ils sont très contents qu'on leur pose les questions, parce que derrière, ça leur fait moins de boulot sur le traitement des dossiers. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis savoir bien identifier quelle est la personne ressource. Ça, c'est vraiment important. Pas appeler au hasard, je ne sais pas, au CIVB, ou c'est arriver à bien identifier. Souvent, les contacts, ils sont marqués dans les documents qui vous présentent les appels à projets, qui vous présentent les... C'est marqué, le contact, il est marqué. C'est cette personne-là, passez pas par quelqu'un que vous connaissez qui travaille dans la structure. Vous appelez la personne relais contact, elle est là pour ça, et c'est elle qui vous accompagnera au mieux sur le dossier, quoi. Quand vous faites les justifications, etc., faut pas hésiter. Alors ça, c'est des réflexes, c'est plus quand on fait beaucoup de dossiers, mais entre nous, ça reste important. Si vous avez des modifications par rapport à ce que vous avez déposé, que vous avez bien fait votre dossier qu'il a voulu, c'est vivant un dossier, quand on fait un déplacement export, quand on fait, peu importe, le dossier est vivant, les prestataires, les devis peuvent en partie augmenter parce qu'il y a le coût de la vie qui augmente. Il y a plein de choses qui se passent sur un dossier. S'il est bien fait, normalement, ce qu'on a déposé au départ, c'est pas forcément la même chose qu'à la fin. Il y a des évolutions parce que le dossier accompagné, il est bien fait, il y a des modifications. Et là-dessus, il ne faut pas hésiter à... Pareil, appeler à nouveau le financeur, lui faire valider éventuellement des modifications qu'il peut y avoir et faire une note explicative quand on dépose ses dépenses. Après, derrière, expliquer pourquoi il y a telle variation, pourquoi il y a telle variation par rapport à ce qui s'est fait au début. Ça évite les problématiques, ça évite aussi des contrôles où les gens ils vont chercher la petite bête parce que la somme est différente, etc. et que vous ne l'avez pas forcément justifié. Ils peuvent penser que vous avez essayé de traverser quelque chose. Si vous leur expliquez directement pourquoi vous avez fait la modification, en général, il y a beaucoup moins de problèmes. On a remis les dates, mais les dates, voilà, c'est vraiment important. Les dates, notamment aussi sur les signatures des documents, des dossiers. Voilà, il faut vérifier les dates un petit peu partout. Donc, ça veut dire que pour faire tout ça,
il faut un peu se poser, il ne faut pas le faire à l'arrache, entre guillemets, un soir entre la fin du traitement et le repas derrière. Il faut y consacrer, voilà, il faut se dire, vendredi matin, je consacre ma matinée à faire mon dossier, à réunir tous les éléments, être sûr que mon dossier suit souvent. Les dossiers, ça peut être des montants d'accompagnement importants, ça peut énormément vous aider. Mais le montant demandé, il va à la hauteur du travail qui va être demandé en partie dessus pour qu'il se passe bien et qu'il se fasse bien. De perdre de l'argent sur ces points-là, c'est comme de mal faire quelque chose en partie à la vigne. Ça peut coûter cher derrière. Donc, c'est important d'y consacrer du temps. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, dans l'outil conversation. Et pour finir, moi, j'avais juste quelques petits points à vous présenter sur la suite de l'accompagnement de Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine au niveau de l'économie, pour que vous ayez tous les éléments en tête. Donc, nous, on est là pour vous aider à prendre de la hauteur justement sur ce contexte économique. On publie des publications chaque année, des publications thématiques, des choses qui font le point sur l'actualité, mais des choses un peu plus techniques aussi sur la construction du prix, sur les spécificités à l'export par pays, sur les pratiques commerciales. On a aussi créé des argumentaires de vente, des outils de langage pour la bio. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses disponibles. C'est là pour vous. N'hésitez pas à aller fouiller dans le site internet, à nous solliciter si vous ne trouvez pas. Voilà, c'est fait pour vous. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à l'utiliser. Et pour ceux qui ne sont pas trop lecture, pas trop papier, qui préfèrent en discuter en direct, on fait aussi des réunions terrain, que ce soit sous format flash ou sous format plus approfondi, pour voilà, présenter tous ces éléments-là, mais de vive voix. Donc, on a fait 2 interventions en partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Gironde et Interbio Nouvelle-Aquitaine au niveau pendant le mois de la bio. On va intervenir aussi au sein des collectifs bio en début d'année prochaine, au moment de l'AG du syndicat de Blaye, aussi au printemps 2024. Enfin voilà, on essaie d'être présent sur tout le territoire. Donc, n'hésitez pas à venir lors de ces réunions. Ça permet aussi de pouvoir échanger en direct, d'avoir aussi vos retours et ce n'est pas négligeable. Ensuite, hop, on vous prépare aussi des ateliers et des journées thématiques pour justement travailler vos compétences en commerce et stratégie. Donc, mes collègues au pôle promotion préparent là pour la fin d'année et le début d'année prochaine 3 webinaires sur bien préparer ces salons. Donc ça, votre contact, c'est Cécile à l'événementiel. Et ensuite, elles vont organiser aussi des tutoriels pour dynamiser un petit peu vos réseaux sociaux et bien les maîtriser. Donc pour ça, ce sera Justine qui sera en charge et donc vous pourrez poser vos questions auprès de son contact et ce sera organisé début d'année 2024. Et on organise aussi, comme chaque année, pendant le mois de mars, des journées pratiques sur le commerce. Donc, avec des intervenants différents, des thématiques différentes. C'est gratuit, c'est pour les adhérents. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien juste en bas. Il y aura une journée spécifique sur la rédaction de son argumentaire de vente pour pouvoir avoir à la fin de la journée votre propre argumentaire et éviter de raconter la même chose que le voisin pendant les salons pour pouvoir vous démarquer. Il y aura aussi une autre journée qui sera spécifique au code des différents circuits de commercialisation et du coup, comment construire une grille tarifaire adaptée. Il y aura une autre journée sur l'intelligence artificielle avec le témoignage d'une adhérente qui l'utilise pour sa commercialisation et sa communication. Donc, du coup, elle vient vous faire un peu son retour d'expérience là-dessus avec tous ces trucs et astuces et des démonstrations et des mises en pratique. Ça va être très intéressant. Je vous invite à participer. Et enfin, on organise aussi des ateliers de co-développement, où là, l'idée, c'est que chaque vigneron arrive avec une problématique commerciale qui lui est propre. Et au cours de la journée, l'intervenant utilise des techniques donc de co-développement. C'est des techniques de groupe de parole qui viennent du Canada. C'est très efficace et ça permet, à la fin de la journée, de repartir réellement avec des solutions. Donc voilà, tous ces éléments, ils sont disponibles à l'inscription. Vous avez le lien, n'hésitez pas.
Et enfin, on en a parlé au début, mais vous le savez, le syndicat est là aussi pour organiser ou s'associer à des événements de promotion. Donc, vous avez ici le calendrier 2024. Vous recevez les informations par Cécile pour vous inscrire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, mais c'est des événements et des moments importants pour pouvoir rencontrer des clients, des acheteurs potentiels. Et donc, ça permet évidemment d'animer votre communication et votre commercialisation. Tout ça, c'est décidé et c'est discuté lors des commissions, que ce soit en promotion ou en économie. Les commissions, elles sont ouvertes à tous les adhérents. N'hésitez pas à participer parce que tout ce qu'on vous a présenté, c'est des choses qui ont été décidées par vous, par les adhérents. Donc, n'hésitez pas à participer, c'est toujours intéressant. Voilà, je vais quitter mon écran. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, j'essaie de voir l'onglet conversation. Alors, Mélanie Haguenin demande s'il existerait un fichier tableur pour clarifier finalement la méthode de travail avec les dates spécifiquement après l'organisation. Finalement, une fois qu'on a décidé de faire un dossier de subvention, les montants, les dates, les justificatifs, bref, un tableau récapitulatif de la méthode. Arthur, je pense que c'est plutôt... Alors, moi, j'ai posé la question à France Gamer pour les dispositifs qui sont quand même parmi les plus complexes. L'aide aux investissements, à la cave, enfin pas la cave d'ailleurs, pardon, aux caveaux de vente, à la commercialisation, ils considèrent que ça ne fait pas partie de leurs prérogatives. Donc, je leur ai demandé s'ils avaient un outil, s'ils avaient développé effectivement un outil qui permette aux viticulteurs de bien mettre en œuvre son dossier et puis ensuite, du coup, de faciliter sa mise en place. Voilà, mise en place pour que ça soit gagnant-gagnant à la fois pour le viticulteur et pour France Agrimaire qui aurait moins de contrôle à faire. Ils considèrent que ça ne fait pas partie de leur rôle. Donc, eux, ils instruisent le dossier. Ils peuvent pré-instruire, mais il faut les contacter plus par mail. Donc, l'échange est quand même moins fluide que pour certains financeurs qui sont prêts à être contactés directement par téléphone. Donc, France Agrimaire et la région sont quand même plus complexes à contacter par téléphone. Mais comme l'a dit Stéphane, il y a un contact, il y a une adresse mail qui est dédiée à l'instruction ou la pré-instruction des dossiers. Par contre, l'outil, alors peut-être que certains qui ont fait des dossiers l'ont mis en œuvre et ça fait partie de l'idée de mettre en commun les bonnes pratiques, mais en tout cas pas par le financeur. Ok, on y réfléchira. Super, merci Arthur. Il y avait une autre question. Stéphane, où en sommes-nous des paiements pour les aides de millésime bio? Alors, tous ceux qui avaient déposé les dossiers 2020 et 2021 à temps, les paiements ont été faits. Là, on a fait une deuxième demande de subvention à la région qu'on a déposée en novembre pour ceux pour qui on a récupéré tous les dossiers. Concernant M. Nardou, il était dedans, je viens de vérifier. Elle est partie en novembre. On attend le retour de la région qui ne devrait pas tarder. En début d'année prochaine, on devrait être en mesure d'envoyer l'aide. Voilà. Là, c'est pareil, on a pris pas mal de retard. Il y a des gens qui nous ont juste envoyé les factures. Et du coup, on a après pas mal de gens sur ce dossier-là, ce qui fait qu'on est obligé de faire plusieurs tranches avec la région pour ne pas retarder ceux qui nous ont déjà donné les documents derrière. Mais on ne peut pas non plus déclencher des tranches à chaque fois qu'on reçoit des... Et juste pour information, millésime bio 2024 sera aussi... pour être, entre guillemets, faire partie de l'accompagnement. Ok, super. Je regarde un petit peu le guide de l'aide à la commercialisation là, pour revenir à la question précédente, pardon. Alors, il y a peut-être des choses pour faire un tableau
des appels à projets avec les avances, avec les dates à respecter, il y a déjà quand même dans le guide que vous avez fait, Arthur, des débuts de tableau en tout cas. Ah oui, oui, oui. En Peut-être fait, qu'il faut préciser. Mais... effectivement, j'allais rebondir quand Stéphane, dans les recommandations clés pour une bonne mise en œuvre des dossiers. Effectivement, on a tâché de synthétiser, donc de faire une sorte de carte d'identité de chaque dossier, chaque appel à projet, en y mettant les montants, les plafonds, les dates d'ouverture, de fermeture. Parfois, on ne l'a pas précisé, mais parfois les dates d'ouverture sur des dossiers qui peuvent courir sur 3 ans, c'est 1 mois et demi. Hein. Donc, si le travail n'a pas été fait en amont de la date d'ouverture du dossier, c'est impossible de déposer toutes les pièces justificatives et les montants dans le mois et demi d'ouverture du dossier. Et donc là, vous perdez d'un seul coup, vous basculez sur l'année suivante, hein, sur notamment les dispositifs France Agrimaire. Donc il y a les dates de dépôt des dossiers, il y a les délais d'instruction que j'ai récupérés des opérateurs pour vous donner une idée de combien de temps vous allez devoir attendre avant d'avoir une réponse positive ou négative, parce que ça, c'est pas forcément des choses qui sont écrites. Et puis ensuite, à quel moment vous devez déposer vos pièces, sous quelle forme, etc. Oui, c'est dans le tableau, mais le guide résume parfois un dossier qui fait une centaine de pages. Donc, je suis d'accord avec Stéphane qu'il faut quand même le garder sous le coude pour le diable étant dans les détails au moment où vous allez vraiment rentrer. Le guide sert à vous défricher le terrain et à vous permettre d'un coup d'œil de savoir si ce dispositif-là est pour vous. Ensuite, le mettre en œuvre, vous avez déjà 90%, je pense, des réponses dans le guide, et il faut quand même s'appuyer sur le dossier lui-même et sur le mode d'emploi pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Ok. J'ai vu passer une question sur Wine Paris. La réponse est non. La réponse est non, en tout cas pas pour la région ou pas pour Team France Export qui accompagne les salons à l'export. Par contre, l'IVB, donc l'Interpro des vins de Bergerac-Duras et du Sud-Ouest, oui, propose de financer une partie de la participation à Wine Paris. C'est dans le guide. Et en fait, Wine Paris a été, enfin, puisque VBANA propose ce service-là, et on va proposer du coup un salon aux vignerons qui sera au sein de l'ANA. Et en fait, les tarifs qu'on propose, en tant que syndicat, on a déjà intégré une partie des subventions que reçoivent les syndicats pour ça. Exactement. Donc, en fait, c'est une subvention par un intermédiaire, mais dont le vigneron de VBANA va bénéficier. Oui. En fait, les tarifs, lorsqu'on participe à Wine Paris, également à Provine, je crois, sont des tarifs qui sont déjà subventionnés par la région. Et donc, le participer sous le pavillon France ou pavillon régional, c'est des tarifs qui sont déjà déduits, dans lesquels sont déjà déduits des aides intégrées. Donc, ça reste des investissements importants, mais un tarif moindre que si vous y alliez en direct avec l'organisateur du salon. Oui, juste pour préciser, en fait, pour Millésime Bio, c'est vrai pour les adhérents, pour les vignerons de leur région, c'est de Languedoc-Roussillon, enfin, je dois porter un trou dans maintenant, alors que pour Wine Paris, en passant par VBANA, c'est déjà intégré, vous n'avez pas une démarche supplémentaire à faire. Pour Millésime Bio, pour l'Aquitaine, il faut passer par VBANA, ça vous demande une démarche supplémentaire, néanmoins, c'est quand même intéressant. Et pas si compliqué si on respecte ce que vous a dit Stéphane. Facture plus mode de règlement envoyé dans le même mail. Voilà, pour économiser un peu de temps efficace. Super, c'est pas le même type de subvention puisqu'on accompagne du collectif sur Wine Paris, alors que là, c'est des démarches individuelles qui sont accompagnées sur le cas de Millésime Bio. Or, à Millésime Bio, il n'y a pas de stand collectif. C'est chaque individu qui présente, on ne peut pas regrouper les Bergerac. Ensuite, il y avait une question, est-ce qu'il y aura un compte-rendu du webinaire avec les différents supports et liens pour s'inscrire aux ateliers? Oui, la semaine prochaine, vous allez recevoir, tous les adhérents vont recevoir un bulletin d'infos spécial économie avec toutes les présentations du webinaire, le replay du webinaire, le guide
complet. Vous le recevrez la semaine prochaine. Les dernières publications, voilà, le lien pour s'inscrire aux formations, vous aurez tout la semaine prochaine. Pour répondre à Gilles sur à qui faut-il envoyer les documents, À contact. À contact. Voilà. Donc, contact@vigneron avec un s bionouvelle-aquitaine.fr. À Christine, en fait, vous lui envoyez la facture et le relevé de banque et voilà. Et ensuite, il y avait une remarque. 700 € la demi-journée pour Wine Paris, c'est pas rien, si je reformule. Et du coup, ma collègue Cécile à l'événementiel explique que sur les 700 €, en fait, il y a le pass obligatoire de Vinexposium de 490 €. Donc, en fait, c'est 200 €. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois qu'on a répondu à la totalité. De toute façon, si vous aviez d'autres questions, vous avez mon contact et le contact des différents intervenants. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, on peut répondre a posteriori. Donc ouais, là je vois l'adresse mail, c'est contact@vigneronbionouvelleaquitaine tout attaché sans tiret.fr. Ah, Pour envoyer ouais. .fr ou .org? Ah, pardon. .fr. Et Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine tout attaché. Mais vous le retrouverez sur le diaporama, le mail. Il me reste à remercier les intervenants. Merci beaucoup, Cécile, Arthur et Stéphane. J'espère que ce guide vous aidera à tous. Merci aux participants. On est là pour vous aider. Vous n'hésitez pas à nous solliciter. Et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année pour ceux que je ne reverrai pas. Merci à tous. Merci Anne, merci et à à tous. bientôt. Merci, au revoir. Au Bonne revoir. journée.